Sa andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Sa anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Salut, salut. Merci et bienvenue sur Trajectoire migratoire. Je suis Telly et aujourd'hui, pour la première fois, je suis seul derrière le micro. Vous l'aurez compris, pas d'invité, pas d'entretien. Juste vous, moi et une thématique lourde, humaine, intime. Une thématique dont on parle très peu, mais qui pourtant touche des milliers de personnes dans nos diasporas. Aujourd'hui, on va parler des migrants qui ne peuvent plus rentrer. Des migrants qui vivent depuis des années dans un pays d'accueil, mais qui n'ont pas de papier ou j'allais dire pas de titre de séjour ou droit au séjour et qui se retrouvent enfermés dans ce qu'on peut appeler une liberté qui n'en est pas une. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui se trouvent dans cette situation. Ok, oui, cette situation, elle est très difficile à vivre. Et dans cette situation, nous rencontrons des hommes, des femmes, des parents, des enfants devenus adultes sans leurs parents, des familles découpées par l'administration, le temps et le silence. Cet épisode, je veux l'aborder avec le cœur, mais aussi avec mon regard de juriste, d'auteur qui s'intéresse aux réalités migratoires. Alors, j'ai envie de vous poser une question ou de vous questionner. Qu'est-ce qu'une prison à ciel ouvert? Je vous laisse réfléchir à la question. Vous savez, on parle souvent des migrants en utilisant des mots compliqués. En papier par-ci, irrégulier, débouté, régularisation par-là. On parle de procédure, de loi, de politique publique. Mais dans tout ça, on oublie une chose, la vie humaine. Parce que être sans papier, ou j'allais dire en situation irrégulière, parce que vous l'aurez compris, je n'aime pas trop le terme sans papier qui est très souvent utilisé dans les médias ou par certains politiques qui surfent un peu sur cette question. Et je préfère utiliser le terme situation irrégulière. Alors, être sans papier, que ce soit en Europe ou en Amérique, c'est vivre dans une prison à ciel ouvert. Vous l'aurez compris, hein? On est libre de marcher dans la rue, libre de respirer l'air, libre de rêver, mais pas libre de voyager, pas libre de rentrer, pas libre de sortir, pas libre de retrouver sa famille. On peut traverser une ville entière, mais pas un aéroport. Et je pense que cette frontière invisible, elle finit par vous suivre partout, dans votre travail, dans vos relations, dans vos nuits, dans votre cœur. Alors, comment se fait-il que partir devient facile aujourd'hui, mais revenir devient impossible? Je voudrais qu'on prenne un instant pour imaginer une scène simple. Vous arrivez en Europe ou aux États-Unis. Votre visa expire ou vous êtes rentré sur le territoire du pays d'accueil
de façon irrégulière, c'est-à-dire sans visa. Vous commencez à travailler au noir ou au black, comme on aime le dire, à dormir chez des amis ou dans la rue ou dans des squats, à courir derrière les papiers ou j'allais dire derrière le droit au séjour. Vous vous dites alors, je vais tenir quelques mois, le temps de me stabiliser. Après, je rentrerai. Un an passe, puis 2 ans, puis 5, 10 ans. Et un jour, vous réalisez que retourner au pays est devenu presque impossible. Parce que si vous partez, vous ne reviendrez plus. J'ai envie de dire que pour certaines personnes parmi vous, revenir au pays, c'est dire aux autres que vous avez, entre guillemets, échoué, que vous n'avez rien construit, que vous n'avez pas pu vous en sortir, que vous n'avez pas réussi à vous intégrer ou que vous avez perdu votre combat. Alors vous décidez de rester par orgueil, par honte, par peur, par amour aussi, hein, pour ceux qui attendent votre soutien, quelle que soit votre situation. Et plus les années passent, plus la distance devient lourde. Alors, que devient la famille? J'ai envie de dire, cette famille peut se transformer en souvenir, hein. Je pense que certains n'ont pas vu leurs parents depuis 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans ou plus. Ils ont enterré leur père par téléphone. Ils ont appris la maladie de leur mère par WhatsApp. Ils regardent leurs enfants grandir par vidéo. D'autres n'ont jamais rencontré leurs enfants nés après leur départ, où ils retrouvent un fils devenu adulte ou une fille devenue femme sans avoir été présent dans leur enfance. Je pense qu'on ne le dit pas et qu'on ne le montre pas non plus, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une douleur silencieuse, une douleur qu'on ne raconte pas, parce qu'elle fait honte, comme on l'a dit, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle rappelle ce qu'on n'a pas pu offrir. Et dans ce contexte, on peut bien se poser la question suivante. La migration coûte-t-elle aussi cher? On dit souvent partir, ça coûte cher. C'est vrai. Mais rester peut coûter encore plus cher. Alors je pense que ça coûte des années de vie familiale perdues, des moments irremplaçables, des souvenirs qu'on ne pourra jamais recréer, des relations brisées par la distance et parfois des regrets qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense aussi que ça coûte aussi l'identité, hein. Qu'après 10 ans ou 15 ans loin du pays, vous n'êtes plus totalement de là-bas, mais vous n'êtes plus totalement d'ici non plus. Vous êtes entre 2 mondes, entre 2 cultures, entre 2 vies, un exil à double tranchant. Alors dans ce contexte, il y a des questions qui me viennent à l'esprit aussi, hein. Pourquoi certains migrants n'arrivent pas à régulariser leur situation?
Avec mon regard de juriste, je voudrais clarifier une chose. Écoutez bien, être en situation irrégulière, ce n'est pas un choix. C'est jamais un choix. C'est pas de la négligence, c'est pas un manque de courage, c'est pas de la fainéantise. C'est souvent, j'ai envie de dire, un système administratif inaccessible, des conditions impossibles à remplir, des lois qui se durcissent, des délais interminables, des employeurs qui exploitent, il faut le dire. Il y a aussi la peur de se déclarer à l'administration, au système. Il y a l'absence de soutien aussi, la méconnaissance des droits sociaux ou des procédures qui s'enchaînent pendant des années. Et je pense que le plus dur, c'est que pendant que l'administration réfléchit à faire évoluer les politiques et les textes juridiques, les conditions de vie difficiles des migrants se détériorent et les gens continuent de s'effondrer. Alors, que fait cette situation à un être humain? Parce qu'on parle d'être humain, on ne parle pas de marchandises, on ne parle pas de contrat, on ne parle pas de convention, on ne parle pas de partenariat, on ne parle pas de marché mondial, de marché financier. On ne parle pas euh, de commerce international, on ne parle pas de géopolitique, même si la migration aujourd'hui est devenue un outil géopolitique ou un argument géopolitique pour beaucoup de pays. Parlons un peu alors des problèmes de santé mentale, parce qu'on parle d'êtres humains. Qu'on a décrit un peu après avoir décrit cette situation, prenons le temps de parler un peu des problèmes de santé mentale que je considère souvent sous-estimés ou ignorés dans certains pays. Je pense que cette situation de grande précarité crée de l'angoisse, de l'isolement, une perte de confiance, une perte d'identité et parfois une forme de dépression invisible. Mais je pense aussi que cette situation peut être une source de résilience, puisqu'on parle aussi de santé mentale. La santé mentale peut être négative ou positive. Et on a parlé de voilà, des problèmes de santé mentale. euh, et beaucoup de migrants souffrent de problèmes de santé mentale. Mais la résilience est très très importante aussi dans le parcours migratoire. Et beaucoup de migrants sont très, très résilients. Et cette résilience nous permet de créer une force énorme, une capacité à survivre, à tenir, à espérer et à se réinventer. Parce que les migrants, malgré tout, ce sont des bâtisseurs, des combattants, des porteurs d'espoir. Et maintenant, comment sortir de tout ça? On a décrit un peu la problématique, ce que vivent les migrants qui sont en situation irrégulière ou sans papier, pour certains dans les médias. Comment sortir de tout ça? Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. En tout cas, pas une seule solution. Mais il y a des pistes. Alors je pense à des pistes et notamment mieux informer les migrants sur leurs droits, soutenir les associations qui accompagnent parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'associations qui accompagnent
les migrants. Et je pense qu'il faut aussi encourager les mobilisations collectives. Il est important aussi de faciliter certains dispositifs de régularisation. Et quand je parle de régularisation, j'entends par là les dispositifs qui sont mis en place pour permettre aux migrants d'avoir droit au séjour, d'avoir un titre de séjour par exemple, d'avoir une carte de séjour qui leur permet d'exister dans le pays d'accueil. Et beaucoup le savent, c'est difficile. Les dispositifs de régularisation sont difficiles à cerner. Il y a énormément de procédures, énormément de textes. Et dans ce contexte, je pense qu'il est important aussi de reconnaître la dignité de ceux qui vivent dans ces situations. Parce qu'après tout, ce migrant qu'on appelle sans-papier est un être humain. Un fils, une fille, un parent, un rêveur, un survivant. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Si vous l'écoutez et que vous voyez ou vivez cette réalité, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas seul. Votre vie compte. Votre histoire compte. Vos sacrifices comptent. La migration est non seulement un déplacement, mais aussi une transformation, un combat, une quête d'avenir. Et même quand les frontières se ferment, l'espoir, lui, reste ouvert. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trajectoire migratoire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez l'épisode autour de vous. Merci. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Baby, oh, when I fall, I be me. Baby, oh, but I'm parent that I didn't. Pita mami wodo, get why baby jalube. Pita mami wodo, get why baby jalube. Dan Canada in five baby, ulunan.